Et c'est un non me concernant. Alors je vous préviens tout de suite, il va y avoir à balle de spoilers dans cette chronique, donc si vous n'avez pas vu Jurassic World, fuyez et revenez plus tard, parce qu'on va parler de la fin. Mais c'est une grosse déception me concernant. Pourtant j'avais pas d'attente concernant ce film, ou alors juste une, qui était que le film essayait quand même d'avoir une personnalité propre, ce qui n'est pas le cas. Mais pourtant ça avait plutôt bien commencé. J'ai apprécié toute la première partie du film et sa volonté de renouer avec ce qui faisait le ton et la saveur des grosses productions de la jonction des années 80-90, mais sans que ça soit trop voyant. Là, ça se joue vraiment au rythme du film, à des questions de transition aussi. Et au niveau des transitions, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, je sais pas pourquoi. C'est celle qui se passe dans le laboratoire quand un des personnages demande « Et quand est-ce qu'on pourra voir l'Indominus Rex ?» et que le scientifique lui répond avec un petit sourire « Elle vous attend déjà ?» Et je sais pas pourquoi, dans cette transition, il y a un truc qui m'a fait vraiment penser à au type de transition, au type de rythme qu'on pourrait trouver dans les films de cette époque. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point tout ça tient à des questions de dosage presque infimes. C'est au moment où on peut plus vraiment savoir pourquoi c'est réussi à ce niveau-là, qu'on comprend à quel point en fait le fait de recapter ce ton est réussi. C'est assez paradoxal. Et donc voilà, même au niveau du look des personnages, au niveau des accessoires utilisés, notamment avec le téléphone à fil qu'utilise une des personnes qui s'occupe des attractions, c'est disséminé dans le film, mais pas encore une fois de manière trop voyante. Et c'est ça plutôt que j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi tout l'effort de constitution ou de reconstitution du parc, tout le travail de direction artistique qui a été fait sur les différentes attractions, sur le mode de fonctionnement du parc. Mention spéciale aux petits poneys Triceratops chevauchés par des enfants. Des petits poneys Triceratops. Poney. Et on sent vraiment aussi une volonté de s'inspirer plus particulièrement de la réalisation et du type de mise en scène du Spielberg de l'époque. Puisque je vous le rappelle bien entendu, Spielberg a réalisé le premier Jurassic Park, et là le film essaie de s'inspirer de ce type de réalisation toujours en mouvement, ce type de réalisation très fluide, et bien entendu sa manière de porter son focus aussi sur les personnages des enfants. Et petit à petit, inexorablement, tout ça tombe dans le fanservice bas de gamme qui juste a pour seule ambition de recréer un à un tous les plans iconiques du premier Jurassic Park, mais en moins bien. Et cette démarche me dépasse en fait. Je comprends dans une certaine mesure qu'on puisse vouloir faire des clins d'œil à ce niveau, mais à ce point, si j'ai envie de revoir le premier Jurassic Park, je revois le premier Jurassic Park. Je vais pas aller voir Jurassic World, je veux voir un nouveau film pour le coup. Donc tout ça se désagrège à mon sens jusqu'à une fin qui tombe dans le ridicule, autant sur la forme que sur le fond. Sur la forme déjà, on a tous les clichés possibles et imaginables, jusqu'à ce cliché que personnellement je déteste particulièrement, ce cliché du méchant qui, quand il révèle qu'il est méchant, se met à appeler l'héroïne Trésor. Alors Trésor, tu pensais que... Non, je sais que c'est d'ailleurs un cliché qui est particulièrement réminiscent, encore une fois, des grosses productions de fin des années 80, début des années 90, mais sincèrement, on pouvait se l'épargner. Mais pour moi, le pire, c'est l'apparition du T-Rex à la fin. C'est une apparition qui aurait pu être réussie, d'ailleurs dans ses premières secondes, elle l'est, et il y a eu un petit frisson quand même qui s'est passé à ce moment-là, mais tout s'effondre comme un château de cartes dans la foulée. Déjà, le fait que Bryce Dallas Howard, que j'appellerai ici, pas Jessica Chastain, commence par le semer, enfin le tracer en talon aiguille, ça minimise un petit peu la menace que constitue le T-Rex, vous en conviendrez. Ensuite, le T-Rex qui arrive sur une musique héroïque, genre « Tan, je viens vous sauver !» d'une manière qui rappelle, on va dire, le Godzilla des années où Godzilla est gentil dans la saga. Juste non. Et à la fin, quand l'Indominus Rex est vaincu, le T-Rex et le Raptor échangent quelques politesses en jappant des trucs, et le T-Rex se barre, genre en mode « Ma mission est terminée, je retourne faire mon business de T-Rex », sans faire ce que la logique de la chaîne alimentaire a voulu, qui bouffe le Raptor, qui lui fasse la peau. Juste non. Et aussi, c'est un truc maintenant que j'ai l'impression de répéter quasiment à chaque après-séance, mais je crois vraiment que c'est un problème qui est de plus en plus répandu dans les grosses productions actuelles, c'est la difficulté, voire l'incapacité à iconiser correctement les personnages qui ont besoin de l'être. Et autant dans le cas de Mad Max, c'est un truc qui m'avait un petit peu dérangé, mais je le comprenais parce que c'était raccord avec le propos du film, autant sur un film comme Jurassic Park, là par contre, c'est une grosse faute de goût. Je reprends l'exemple du T-Rex et de l'Indominus Rex. Le T-Rex, si sa première apparition avait été à la toute fin, justement, quand il arrive pour son apparition triomphale, on va dire, ça aurait fonctionné dans une certaine mesure. Mais là, dans la première partie du film, il y a une scène où les deux enfants vont dans l'enclos du T-Rex, la caméra reste sur l'aîné qui est en train de téléphoner,
Et dans le fond, par-delà la foule, on voit juste la tête du T-Rex qui passe, une partie de la tête du T-Rex comme ça, qui va faire, encore une fois, son business de T-Rex, manger un truc, j'en sais rien. Il passe en mode la lila loula. Les gens sont ok, bon, ils sont habitués aux dinosaures, c'est un peu le postulat du film. Le simple fait de voir le T-Rex ou une petite partie de la tête du T-Rex de manière complètement anodine, qui va juste manger une biche ou faire ce qu'il a à faire, non, ça fonctionne pas, parce que même si ça porte pas a priori à conséquence, le simple fait d'avoir vu ça, inconsciemment, ça travaille notre esprit. Et à la fin du film, quand on devrait avoir la véritable apparition du T-Rex, inconsciemment, il y a ça. On a déjà vu le T-Rex, donc ça minimise en fait l'impact que ça aurait dû avoir dans cette scène finale. Et je comprends pas, pour moi, c'est une question quasiment de bon sens. Mais non, il aurait très bien pu y avoir cette scène dans l'enclos du T-Rex, en laissant le T-Rex complètement hors champ. Juste la caméra qui se focalise sur le gamin qui téléphone. On sait qu'on est dans l'enclos du T-Rex parce qu'il y a la voix du parc qui l'a dit. Et on entend juste la foule, juste hors champ, qui fait « Oh là là, un T-Rex !» je ne sais pas. Laisser les choses à notre imagination et ne même pas montrer un tout petit bout du T-Rex si c'est juste pour le montrer dans des circonstances complètement anodines. C'est ça vraiment qui va permettre de construire un suspense. Et pour l'Indominus Rex, dans une certaine mesure, c'est la même chose. Pourtant là, le crescendo de l'apparition est vraiment plutôt bien géré. On voit juste des parties du corps de la bestiole. Quand il commence à constituer une menace, quand il poursuit les personnages, il y a une espèce, encore une fois, de crescendo vraiment bien troussé. Et le premier plan d'ensemble, vraiment, on voit la créature à peu près en entier, c'est là que ça doit être iconique, c'est là vraiment que ça doit avoir un impact et le poser comme l'antagoniste du film. Mais là, non, c'est le plan en fait où Chris Pratt se jette sous la voiture pour se planquer, et on voit juste l'Indominus Rex qui passe la tête en mode qu'est-ce qui se passe? Il est où? Et non, juste c'est pas du tout iconique. Donc on voit finalement la bestiole, on fait ah oui d'accord, bah, elle ressemble à ça. Et c'est bien plus tard en fait dans le film qu'on verra vraiment un plan iconique de l'Indominus Rex, comme on pouvait voir un plan iconique du T-Rex dans le premier Jurassic Park, qui l'établissait vraiment dans toute sa splendeur et toute sa menace. C'est quoi ton problème, film? Mais pour moi, le plus gros souci, c'est vraiment sur le fond. Le propos du premier Jurassic Park, et par extension le propos de ces deux suites, même si elles sont un peu moins réussies, c'est le fait que la nature ne peut pas être contrôlée. C'est le fait qu'il faut apprendre à vivre en harmonie avec cette nature parce qu'on ne peut pas la dominer. Donc en fait, les Jurassic Park, la saga Jurassic Park, c'est censé être un aveu d'humilité de la part de l'être humain par rapport à la nature. C'était extrêmement bien traité dans le premier, encore une fois, et c'est la théorie du chaos, telle que l'explique Jeff Goldblum. La vie trouve toujours un moyen. Et là, juste, il y a un espèce de retournement complet du propos qui nous conduit finalement à presque marcher sur la tête. On le voit déjà au départ avec le fait que Chris Pratt domine des raptors, il arrive à les domestiquer. Pourquoi pas? À la base, j'étais plutôt favorable à l'idée, selon la manière dont elle serait traitée et développée. Ça aurait pu être un bon ressort narratif, en mode, on essaie de dominer la nature, mais il va s'avérer que c'est pas aussi simple que ça. Et il y a ça un petit peu dans le film, au moment par exemple où les Raptors changent d'alpha et choisissent l'Indominus Rex comme alpha, et Chris Pratt se trouve en gros trahi par ses animaux de compagnie. Donc il y avait un petit peu de ça, là on sentait vraiment le côté impitoyable de la nature, le fait qu'on est tout petit face à ça. Donc ça aurait pu être encore une fois pas mal, et je dois avouer que le plan où Chris Pratt fait de la moto avec ses Raptors est plutôt badass, donc ça justifiait au moins ce ressort narratif par rapport à ce plan. Mais encore une fois, la fin vient tout foutre en l'air. À la fin, le Raptor préféré de Chris Pratt revient à la rescousse. Le Raptor devient Lassie chien fidèle. C'est ça Jurassic World. Là, c'est même pas une question de plus comprendre le propos de base de ce qu'est Jurassic Park. C'est une question de trahison pure et simple de ce propos. La nature est domesticable. Cette fin n'a pas de sens. Le film arrive même à rendre Chris Pratt lisse. C'est dire le tour de force. C'est comme s'il y avait une manière de ne pas assumer son écriture, d'ailleurs, l'écriture de son personnage. Dans la première scène où il interagit avec, pas Jessica Chastain, il est sur le mode charmeur, avec toujours une blagounette. Et dès la scène suivante, tout ça, c'est fini. En fait, ils établissent le personnage d'une certaine manière pour l'abandonner à la scène suivante, et tout le reste du film, il tire la gueule, et il devient juste un mec qui fronce et qui court. Rien d'autre. Et c'est super dommage. C'est comme si le film n'assumait pas en fait d'un seul coup que le personnage soit un petit peu rigolard et puisse détendre l'atmosphère, comme si l'humour allait pouvoir nuire à la tension du survival dans le film. Alors que c'est pas du tout le cas. Il est très bien possible de réintroduire de l'humour presque trollesque dans le film. Le premier Jurassic Park le montrait bien avec la scène
l'électrocution, ou en tout cas juste avant l'électrocution sur la barrière où professeur Grant agrippe les câbles et fait semblant de s'électrocuter. C'est hilarant comme scène, et justement, ça arrive à être à la fois hilarant et à renforcer la tension, parce qu'on sent justement qu'il aurait pu vraiment y passer. Donc voilà, j'ai pas trop compris l'écriture du personnage de Chris Pratt. Par contre, mention spéciale à Omar Sy. Je sais pas trop pourquoi il a l'air de se faire bâcher par certains, juste même sur le principe, parce qu'apparemment il est de bon ton de critiquer les acteurs français qui tournent dans des grosses productions hollywoodiennes. Sincèrement, le personnage de Omar Sy, c'est un des personnages que j'ai préféré dans le film. C'est en tout cas peut-être le seul élément que j'ai aimé de bout en bout du film, parce que j'ai trouvé justement qu'il en faisait pas trop ou pas trop peu. Il était juste dans la justesse, il jouait de manière assez naturelle. Donc j'ai trouvé que c'était un vent de spontanéité assez bienvenu dans le film. Donc, pour résumer sur Jurassic World, je dirais que j'en ai un petit peu marre de ces films qui confondent clin d'œil et coups de massue dans le globe oculaire. J'ai l'impression que dans les années 2000 et maintenant 2010, Internet a eu un peu un double effet à ce niveau-là, a été à double tranchant. D'une part, les studios ont pris conscience du pouvoir croissant du public qui peut désormais décider vraiment du destin d'un film par effet de réputation, plus que jamais, à travers juste le côté immédiat d'Internet et des communications actuelles. Donc vraiment, il y a une prise de conscience des studios à ce niveau-là qui s'est faite et qui conduit les décisionnaires à faire en sorte vraiment que les matériaux qui sont traités, les matériaux de base, soient vraiment respectés pour être sûr de ne pas se mettre tel ou tel public à dos, et particulièrement le public connaisseur de ce matériau qui va plus ou moins créer l'effet de boule de neige, qu'il soit positif ou négatif. Donc ça, c'était très 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 positif, mais ça s'est accompagné d'un aspect négatif, qui est le fait que, étant donné que les studios ne prennent de base pas de risques et ne connaissent pas juste le juste milieu, et ben ça les a conduits à se retrancher derrière un respect de surface, un consensus mou, à se retrancher vraiment derrière le fait de se complaire dans une nostalgie qui devient putassière. J'aime bien ce mot, putassier. Et c'est un problème qui se répand de plus en plus dans toutes les productions dans la lignée de Jurassic World, particulièrement dans une période qui fait la part belle à la nostalgie pour différentes décennies, que ce soit les années 70, les années 80 et j'en passe, maintenant les années 90. Et c'est vraiment un truc qui devient un petit peu problématique, parce que ça met en fait hors jeu certains films à la base en les rendant absolument pas pertinents. Voilà donc pour mon avis sur Jurassic World. J'en profite pour vous tenir un petit peu au courant des prochaines sorties. Dans la foulée de cette après-séance, il y aura un autre après-séance. Ensuite, il y aura une vidéo de Dead Watts. Dead Watts revient ? Oui. Et après, il y aura le prochain Fossoyeur qui est actuellement en cours de tournage. Et je suis vraiment très 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 impatient de vous montrer celui-là. Voilà, peut-être qu'entre le Dead Watts et le Fossoyeur, il y aura encore une après-séance ou autre. C'est tout à fait possible, on verra. Mais en tout cas, le prochain Fossoyeur arrivera pour la première partie de juillet, on va dire entre le 10 et le 15 idéalement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye!